Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici on va forcément très bien car on vient d'avoir une médaille de bronze avec Clarisse Agbenienou au JO en judo évidemment. J'ai quand même attendu pour lancer le live, j'allais quand même attendre la fin du match. Évidemment, on n'est pas ici pour parler JO, je suis clairement pas un spécialiste du judo, je suis un énorme footix en judo, un judo X quoi. Euh, Évidemment, on est là pour parler des formules de promotion de ce dernier week-end avant la pause estivale, car oui, voilà, nous sommes le 30 juillet, la pause estivale a commencé depuis avant-hier maintenant, on peut le dire, le prochain Grand Prix de Formule 1 et même la prochaine manche de F4 France, etc. La prochaine manche d'un championnat vraiment intéressant, ça sera dans 4 semaines, ça sera le week-end du 23-25 août. Donc on va attendre un petit peu avant la suite. Évidemment, ne vous en faites pas. Donc là, on va débriefer le week-end qui s'est passé, terminer en quelque sorte cette première moitié de la saison. Et ensuite, on fera des lives pendant la pause estivale pour s'occuper, vous en faites pas. On fera des lives notamment avec un invité, un pilote normalement. On fera des lives aussi de prédiction de grilles F2, F3, etc. Donc voilà, ne vous en faites pas, je vais pas vous lâcher pendant la pause estivale. J'en profite pour remercier FCFlow 360 et Noctis Off pour le follow. Merci beaucoup à vous deux et merci à Lucas pour son sub. Merci beaucoup, on commence sur des bonnes bases. Isaac va passer de belles vacances. Ah bah clairement, évidemment, c'est celui qui va partir sur la note la plus positive de tous les pilotes de Formule 2. Franchement, évidemment, merci beaucoup à Plixio pour le follow. Quatrième victoire en course principale, ça fait énormément de bien. Flo Lament, qu'on remercie toujours énormément pour son passage sur le dernier live pour avoir offert 5 subs, à qui on doit une gratitude éternelle. Thiego qui revient après avoir été à Spa-Francorchamps. Comment c'était Thiego? J'espère que ce week-end à Spa s'est bien passé avec la victoire d'Isaac Adjar, on l'espère en tout cas. Avant de commencer vraiment le vif du sujet, d'attaquer la F2, d'attaquer la F3, la F4 France, etc., évidemment, on va parler de ce qui s'est dit rapidement un peu quand même sur Twitter. En tout cas, les premières diapos du PowerPoint vont être à propos de la silly season de Formule 1 qui a vécu des nouveaux rebondissements. Et on va parler évidemment des derniers tweets, de mes derniers tweets notamment. Parce que je vois dans le chat ça parle de Bruno Michel, je voyais sur Twitter ça parlait de Mechachrome. J'ai vu passer une information comme quoi certains moteurs de F2 sont pas ouf, je suis tombé de ma chaise, ouais, truc assez dingue, personne n'en avait jamais entendu parler avant, mais là on a l'impression que ça commence à monter puisque les gens en parlent de plus en plus. Évidemment on va un peu parler de ça, bien évidemment. On commence avec un petit point sur cette silly season de F1. Alors non, j'ai pas préparé de slide sur Dries Van Langen donc. J'ai fait un tweet sur lui, pour ceux qui n'ont pas suivi, Dries Van Langen donc, jeune pilote belge, le pilote le plus coté au niveau mondial de la génération 2010, qui a été rejoint par qui a rejoint le McLaren Young Driver Development Program. Voilà, l'académie de McLaren a seulement 13 ans, donc bravo à lui, j'ai fait un tweet dessus, mais on n'en parlera pas pendant ce live. C'est dingue quand même de se dire que les journalistes peuvent être bannis du paddock s'ils parlent des moteurs. Et moi, l'avantage, c'est que je suis pas alors, je suis dans les paddocks, mais pas dans les paddocks F2, F3. Donc, bah vous pouvez pas, et j'ai pas de carte de presse non plus, peuvent rien me faire. À part, je sais pas, me menacer, m'assassiner, il y a des fenêtres, hein, ici, on sait pas. Mais sinon, voilà, donc je crains pas spécialement de répercussions normalement, et pour l'instant, j'ai reçu aucun message menaçant pour le moment. T'as vu que Oliver Hawks devait être annoncé team principal chez Alpine cette semaine. Ouais, on en a un peu parlé lors du live précédent, lors du live vendredi. Oliver Hawks, le team principal de Hightech, le patron de Hightech. Au mariage, il va y avoir 4 Men in Black qui vont me fixer au fond. Ouais, Oliver Hawks, c'est intéressant. C'est intéressant puisque évidemment, on fait les liens très évidents entre Hightech et Alpine. Alors, il y en a deux qui ont des conclusions différentes. Donc, Douane sera en F1 ou Paul Aron qui va tabasser Pierre Gasly. C'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est vrai que pour moi, c'est le premier pas d'un processus de vente. On sait que Hightech avait candidaté pour entrer en Formule 1
l'année dernière, il me semble. Le dossier n'avait pas été retenu, mais en attendant, Hightech, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des liens très étroits aussi avec Mercedes. Dans le cadre de leur projet d'équipe F1, ils avaient notamment fait une coopération avec Mercedes pour être en quelque sorte une sorte d'équipe B. Ils sont soutenus par des investisseurs émiratis, des investisseurs kazakhs, etc. Donc, et là, on a potentiellement Oliver Hawks qui devrait rejoindre Alpine en tant que team principal. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. On a aussi entendu qu'il y a des investisseurs émiratis de high-tech qui devraient investir dans Alpine. Bon, ça commence à faire beaucoup d'éléments pour me dire que voilà, j'espère que vous tenez pas trop à cette équipe française qui n'a de française que la licence, qui n'a de française que le drapeau sur Wikipédia, puisque sinon, au final, en perdant son moteur, évidemment, Alpine devient une équipe britannique parmi tant d'autres. La gueule des pit stops chez Alpine, ça va pas lui changer grand chose. En vrai, on a beaucoup critiqué les pit stops chez Hightech, et d'ailleurs moi le premier, et cette année c'est un quasi sans faute. Hein. C'est un quasi sans faute. Le drapeau français a été retiré de Enstone apparemment. Il y avait un drapeau français avant. Ça m'étonne un peu, mais de toute façon, voilà, cette équipe n'est plus française. Ne l'appelez plus jamais France, comme dirait l'autre. En attendant, la grosse annonce de la semaine, en attendant peut-être un potentiel Oliver Hawks chez Alpine, c'est Carlos Sainz chez Williams. Voilà, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Il a fait patienter tout son monde pendant 6 mois pour au final rejoindre Williams, actuellement avant-dernière au championnat. Ce qui fait avancer les choses. Ça veut dire que chez Mercedes, il n'y a plus que 2 candidats pour le siège à côté de George Russell, Andrea Kimi Antonelli, et un potentiel coup de folie à la Max Verstappen. C'est pas impossible, hein, en vrai. En temps normal, Mercedes aurait fait un doublé à Spa-Francorchamps. Red Bull a fait P5 et P8. C'est un peu catastrophique quand même. Il y a Mercedes qui est vraiment en cours d'émergence. Est-ce que Verstappen il se pèterait pas une durite et il se dirait en vrai, pourquoi pas. Donc, pour moi, maintenant, ça a l'air de jouer entre Antonelli et Verstappen, mais on parle plus trop d'un départ de Verstappen en fin d'année. En tout cas, les médias F1 n'en parlent plus trop, donc peut-être que ça s'est un peu calmé, mais voilà. Et même si Verstappen est libre, est-ce que ça foutrait pas plus le bordel chez Mercedes qu'autre chose? Quant à Verstappen, Russell, Antonelli, quel est le plan en fait au niveau des pilotes, etc. Enfin, voilà. Pour moi, le plus logique serait quand même, maintenant que Carlos Sainz est écarté, que Andrea Kimi Antonelli monte en F1, puisque c'est le pari de Mercedes. C'est un pari extrêmement audacieux, on va pas se le cacher, mais a priori ça a l'air d'être le pari que va tenter Mercedes. Il y a aussi Sargent, c'est vrai qu'il y a aussi Sargent, ouais. Bizarrement, je pense pas qu'il va être sur la liste des candidats. Hein. Je pense pas trop m'avancer. Antonelli, il peut faire une 2e année de F2, ça va pas le tuer. Ouais, mais s'il fait une 2e année de F2 et que Verstappen, et que Verstappen arrive chez Mercedes, fin 2025, Antonelli est fin prêt pour la F1. Verstappen et Russell sont chez Mercedes, tu vas pas virer l'un des deux. Enfin, oui, il y a aussi Adrien David pour Mercedes. Ouais, il y a aussi Pierre-Louis Chauvet et Elliot Véron si tu veux. Mais bon. En fait, le truc, c'est que le timing, tout le timing depuis un an, tout fait en sorte que ça se précipite pour que Antonelli tombe en F1 en 2025. En fait, ça paraît juste logique. Alors, c'est vrai que moi, idéalement, une 2e saison de F2 aurait été mieux. Mais là, en fait, c'est que le timing n'est pas bon. C'est comme Théo Pourchaire, en fait. Comme Théo Pourchaire, fin 2022, même s'il avait gagné le titre, le timing n'était pas bon, en fait. Le timing n'était plus bon, car Guan Yu Zhou venait d'être signé, tu pouvais pas le virer. Tu pouvais pas le virer après un an. Donc, et a priori, la silly season entre 2025 et 2026 devrait être très fermée, en fait. Hein. Ça devrait être extrêmement fermé, quand même, car il y a beaucoup de pilotes qui signent 2025 en vue de 2026. Donc j'ai du mal à voir Antonelli patienter une 2e année en F2. En tout cas, je pense pas que ce soit la volonté de Mercedes. Alors son week-end n'a pas été flamboyant à Spa, mais il a encore éclaté Berman du début jusqu'à la fin. Berman qui est en F1.
Et puis voilà, les week-ends de Silverstone, les week-ends en Hongrie, ça a quand même montré certaines dispositions très intéressantes, quoi. Pour cher, s'il te plaît, appelle Toto. Je pense que vous avez beaucoup d'espoir quand même. Euh, donc, a priori, ça a l'air de jouer entre Antonelli et Verstappen. Le truc, c'est que chez Williams, a priori, c'était la place. Berman est dans Marty plutôt, oui. Berman n'en a plus rien à foutre. Ouais, on va y revenir. De Berman, ça commence à devenir un sacré scandale, sa saison de F2. Sainz chez Williams, ça veut dire que on n'aura pas de retour de Valtteri Bottas dans son écurie, dans sa première écurie. C'était la principale option de Bottas. Quid de Bottas? Est-ce que Bottas peut aller rebondir chez Alpine? Est-ce qu'il peut rester chez Sauber et former le duo le plus vieux de la grille depuis je sais pas quand avec Hülkenberg-Bottas? Bon, voilà. Le scandale chez Berman, c'est bien Oli, pas la voiture. Je pense qu'il y a les deux. Mais enfin, je pense qu'il y a la voiture, mais il y a aussi Berman qui est complètement à côté de ses pompes sur cette saison de F2, qui est beaucoup plus focus sur les quelques séances d'essais libres qu'il a à faire. Pour la F2, je vous invite à regarder les speed traps des qualifs du Red Bull Ring Spa Silverstone. Vous verrez que c'est toujours le même pilote en fin de peloton des speed traps. Après, comme on me l'a fait remarquer en message privé, un ingénieur d'ART me l'a fait remarquer, on tape beaucoup sur les moteurs parce que c'est évidemment le truc le plus évident, mais a priori il n'y a pas que les moteurs qui jouent dans la vitesse de pointe pure, donc il y a certes un problème sur les moteurs, mais pas que ça, on peut régler sur d'autres choses, les châssis, la hauteur de caisse, etc. Voilà, il y a d'autres paramètres sur lesquels on peut influer sur la vitesse de pointe. Mais en attendant, il y a quand même l'air d'avoir un problème moteur, au niveau performance, au niveau fiabilité. Donc voilà, quid chez Alpine, Jack Doohan a priori paraît le favori logique. Est-ce qu'on va aller chercher un Valtteri Bottas? Avec quel projet derrière? Puisque Gasly est le leader, il a assez d'expérience pour mener une équipe. J'ai mis Bortoleto. Car je me dis qu'il y a quand même moyen, Bortoleto, avec les liens qu'il a avec Alonso qui a toujours des liens très très étroits avec Briatore qui est chez Alpine. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas moi je préférerais 1000 fois voir un Bortoleto qu'un Jack Doohan en F1 chez Alpine. Bon, ça serait ultra chiant parce que la fanbase brésilienne est absolument infecte, j'ai pu m'en rendre compte encore aujourd'hui sur Twitter, où je tape sur les moteurs et tout le monde se sent offusqué et tout le monde dit ouais le titre de enfin les fans brésiliens disent ouais le titre de Pourchère du coup c'est du vol, par contre Drogovic pas de souci, et enfin bref, plein de critiques qui n'ont aucun sens, donc la fanbase brésilienne ça serait un enfer. Mais Bortoleto montre des choses quand même très intéressantes. C'est d'ailleurs l'un des deux seuls pilotes, à mon sens, qui, cette année en F2, est vraiment au-dessus du lot tous les week-ends. Brésilien, argentin, même combat. Ouais, je pense que les Argentins sont un peu plus racistes quand même, mais les deux ont un sacré level. On va pas se le cacher. Après voilà, il y a aussi d'autres options, Mick Schumacher, on peut penser à Guan Yu Zhu, des gens, Kevin Magnussen, hein, on sait pas. C'est quoi la meilleure option pour Théo, que ça soit Bottas ou Schumacher chez Alpine? Honnêtement, c'est un gros bordel, puisque chez Sauber Audi, on ne sait plus du tout qui peut être là. Il n'y a plus Sainz, il n'y a plus Ocon libre. On n'a pas l'impression que Bottas et Zhou vont rester. Donc du coup, il reste qui? Est-ce qu'ils peuvent aller chercher un pilote du giron Red Bull? Je ne sais pas. C'est vraiment l'équipe où c'est le moins clair, où en fait il n'y a plus aucun favori. Je pense Mercato uniquement en fonction de Théo. Non mais je comprends. J'avais trouvé une théorie où les choses pouvaient se goupiller assez bien, mais enfin là avec Sainz chez Williams, je vois pas trop comment ça peut bien se goupiller. Enfin je ne sais pas. C'est dingue que Sauber se rabatte pas sur Théo, honnêtement. Bah, évidemment, je ne peux être que d'accord avec ça, mais bon, je sais pas. Visiblement, il a dû tuer des gens à l'usine d'Audi, je sais pas, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. S'ils reprennent Bottas ou Zhou, voilà la gueule du projet Audi quand même, hein. Ouais, si Pérez part, Sauber ira le chercher. Pas impossible. Pas impossible. Allons chercher un jeune ailleurs qu'ils ont mis des millions justement parce qu'il a eu les résultats qu'il est. Ouais, non mais enfin, je comprends vraiment pas ce que fait Sauber depuis des années avec Théo Pourchère, hein. C'est
Bochung, il travaille avec ça. Ouais, Niljani plutôt. Niljani, il travaille avec Audi directement, hein. C'est l'un des pilotes de développement d'Audi. Mais bon, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Et chez Red Bull, a priori, Perez et Ricciardo garderaient leur place après la pause estivale. On ne sait pas comment, hein, vu que Perez a encore fait un Grand Prix catastrophique, parti deuxième, fini huitième. Le meilleur, enfin le pire des 4 top teams. On fait définitivement une croix sur le championnat constructeur, je pense, et tant pis, j'imagine. Ah, et Bochung aussi, purée, j'étais pas du tout au courant. D'ailleurs, Théo va faire les 2 free practice en fin de saison ou c'est pour Maloney? Honnêtement, je sais que Sauber ne compte ni sur Théo ni sur Maloney pour le futur. Parce que Maloney, hein, il n'est pas du tout non plus en lice pour un baquet F1, malgré le fait qu'il soit quatrième, oui, quatrième de F2. Il n'est pas du tout en lien avec un baquet de F1, donc je ne sais pas. Même Maloney, c'est lunaire de l'avoir pris. Ouais, enfin, il est pas mauvais, mais bon, il est moins bon a priori que Théo Pourchaire. Quel projet, quel intérêt, je ne sais pas. Gasly aussi devait rester après la pause estivale, ouais, je sais. Je sais, mais là j'ai peut-être un peu plus tendance à y croire, puisque ce que disent les médias, motorsport.com je pense, c'est que Horner l'aurait dit aux gars de l'usine. Si, enfin, j'ai tendance à un peu plus croire ça, à un peu plus croire que quand il l'avait dit aux médias français pour Gasly. On dirait qu'on les force à ouvrir une académie. Non, mais enfin, oui, ça n'a aucun sens, surtout que Audi, a priori, ils ont l'air d'être en train de lancer leur académie parallèle à côté, hein. Ils sont déjà en train de prospecter des jeunes pilotes. Donc, quel intérêt de l'académie Sauber? Ou alors fusionner les deux? Enfin, voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, voilà, le mercato, je suis toujours aussi dubitatif. Du coup, voilà, Sainz chez Williams. Bon, Williams qui est toujours pas une équipe d'usine, qui est toujours assez dépendant de Mercedes, mais ça pourrait être le gros lot en 2026 d'être dépendant de Mercedes. C'est ça le projet. Mais ça veut dire qu'Alpine est vraiment pas. Enfin, en fait, il n'avait pas envie d'aller dans les bourbiers que sont Audi et Alpine, puisque c'est vraiment les deux équipes bourbiers où il y a des restructurations tout le temps, où les objectifs n'ont pas l'air d'être atteints. C'est incroyable de dire ça pour Audi qui n'a même pas commencé. Bon, je dis Audi, il y a un pilote allemand en F3 à aller chercher, il n'y a qu'une seule nationalité. Oui, pas Goethe, Tramnitz. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, il n'y a pas non plus énormément de hype autour de Tramnitz. On y viendra à la F3 un peu après. Les seuls pilotes allemands en F2 F3 ont signé chez Red Bull. Je pense que Red Bull savait très bien ce qu'il faisait et peut-être que c'est justement pour mieux les vendre après à Audi, je pense. Sainz Junior voulait signer chez Alpine mais pas le fiston. Bah, je comprends le fiston. Résumé de la saison Alpine, on a un nouveau plan. Ouais, c'est tellement un bateau qui coule de toutes parts, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, les déclarations d'Ocon à l'équipe, enfin au journal l'équipe, je l'ai entendu énormément ce truc, hein, comme quoi il y a des problèmes qui sont là depuis des années qui sont pas réglés et que il y a telle personne. Enfin en fait, c'est un truc ultra horizontal où il y a plein de personnes différentes et personne ne sait vraiment ce qu'il fait comme boulot. Ça a l'air complètement perdu. Chez As, en tout cas, depuis qu'il y a Yao Komatsu, j'ai tendance à avoir un peu plus confiance dans le projet, surtout si Toyota se ramène. Lena Buller est dispo pour Sauber. Bah écoute, on n'est plus à ça près après. Hein. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Bon, évidemment, il faut parler du sujet qui fâche. Le sujet autour de Mecachrome, les moteurs de Formule 2. Ces derniers jours, notamment provoqué par un énième week-end avec 36 000 casse-moteurs, Victor Martins à l'image en qualification, Paul Aron lors de la course principale, oui, lors de la course principale à Spa-Francorchamps, aussi dans le dernier tour. Pour une fois, ça sourit à un Français indirectement, ça sourit à son rival Isaac Hadjar, mais ça reste un énorme scandale, on va pas se le cacher quand même. Et voilà, l'étau a l'air enfin de se resserrer autour de Mecachrome, et pas seulement autour de la fiabilité, mais aussi de la performance. Aaron, j'ai hurlé de joie, j'avoue que moi aussi, c'est pas bien. C'est pas bien, mais je l'ai fait. Donc évidemment, voilà, il y a beaucoup de problèmes de fiabilité, ça, comme depuis des années,
voilà. Le pauvre Percy qui s'est fait quasiment insulter par un mec sur Twitter en anglais à propos des moteurs. Ouais, non mais enfin... Mais c'était par des Brésiliens, hein. Des Brésiliens qui ont absolument rien compris à mon tweet et qui pensaient que je voulais détruire Bortoleto et Drugovic. Il y a un certain sentiment d'insécurité chez eux. Et du coup, ils ont commencé à m'attaquer sur Théo Pourchère. J'étais en mode, bah, quel rapport, quel rapport, moi. D'accord. Bref, le problème, c'est surtout les performances. J'en ai parlé lors des précédents lives. Sur les bancs d'essai de Mechachrome, mais aussi voilà, de tous les fournisseurs de moteurs, quels qu'ils soient, il y a une certaine marge de tolérance, de différence de puissance, et cette marge de tolérance est beaucoup trop importante et donne des différences en piste, et c'est là qu'il y a un véritable souci. Et ça a été repris voilà, par un compte fan d'Andrea Kimi Antonelli, donc évidemment ça a fait sourire, puisque on se dit évidemment que le gars est forcément biaisé, et forcément il est biaisé, c'est un compte fan d'Andrea Kimi Antonelli, mais il n'empêche que j'ai entendu les mêmes informations, comme quoi les académies F1 sont pas contentes du tout, et pourraient essayer de, alors je sais pas exactement comment, mais juger vraiment au niveau avec des données GPS, etc., des datas, pour vraiment prouver qu'il y a des différences de performance entre les moteurs et mettre la F2 devant ces contradictions. Donc c'est pas une info sortie par un gars random, c'est une info qui traîne dans les paddocks. C'est une info qui traîne dans les paddocks, il y a rarement de fumée sans feu quand même. Évidemment, on en profite au passage pour rappeler les conflits d'intérêts évident avec Bruno Michel, qui est le PDG de la Formule 2, de la Formule 3, voire même de la GP2, de la GP3 depuis 2005, qui est évidemment actionnaire, alors j'étais pas sûr à propos de majoritaire, mais au moins actionnaire de Mechachrome et l'un des fondateurs, hein. Il travaille avec Mechachrome depuis une trentaine d'années peut-être. Donc voilà le truc. D'ailleurs, en faisant des petites recherches, ouais, était PDG de Mechachrome dans les années 90, d'ailleurs, j'avais vu que c'était une entreprise qu'il avait avec Flavio Briatore. Comme quoi, les histoires de mafia, etc., bon, enfin... Voilà, a priori, très très bon ami avec Flavio Briatore. Voilà, si on pouvait se débarrasser de toute cette mafia et repartir sur des bases assez saines, ça serait assez chouette. Mais bon, en tout cas, voilà, l'étau a l'air de se resserrer. Il y a des enquêtes qui ont l'air d'être en cours. On va voir où ça va mener. Mais en tout cas, déjà, les réseaux sociaux en parlent. Des gens plus ou moins sérieux en parlent. Donc, les choses avancent. Les choses avancent. Je sais pas où ça va mener, mais voilà, les choses avancent. Autant Mafia que la F4 France. Un petit doute. Un petit doute. À la rigueur, on pourrait dire ça, la F4 italienne, mais enfin dans des proportions beaucoup moins grandes au niveau des moteurs, où Prema est un peu mieux préparé que d'autres équipes, surtout les années précédentes, car ils avaient eu les châssis de F4, les nouveaux châssis de F4 en tout premier, mais sinon, il s'est passé des choses au Nord. Oula. Alors ouais, j'ai entendu des... Je sais qu'il y avait des pilotes qui étaient assez mécontents, notamment Chester Kiefer, au niveau de la voiture. Bon, à voir. J'ai l'impression d'être retourné des années en arrière avec la période Ecclestone. Bah, de toute façon, évidemment, c'est toujours des trucs de... C'est toujours des conflits d'intérêts, des t'es ami avec qui, les bonnes relations, etc. Bon. Voilà. Écoutez, on passe aux choses un peu plus sportives, puisque là, l'air de rien, on a beaucoup parlé de l'extra sportif, on a parlé de la silly season de F1, on a parlé de Mechachrome, on a parlé de la mafia, on a parlé de... quand tu gagnes en C1 et que ta bagnole est inconduisible dès la C2, bon, attends, si tu parles de Jules Caranta et que sa bagnole était inconduisible, chapeau bas, hein, puisque inconduisible et faire 6ème en étant sorti par un autre pilote, et faire 3ème après, pas mal. La F4 française, évidemment, on en parlera un peu plus tard. On commence par la Formule 2 avec ce classement au championnat qui fait très plaisir. Isaac Hadjar en tête du championnat, vous me direz ça bouge pas. Ce qui bouge par contre c'est l'écart avec son plus proche poursuivant. On est passé de plus 16 à plus 36, 20 points de gagné sur son plus proche poursuivant. C'est génial, voilà, 36 points d'avance, c'est presque un week-end d'avance, il en reste 4. Donc là, ça commence à devenir une avance vraiment très sérieuse. On commence vraiment à... Voilà, on commence à un peu entrevoir le titre.
l'idéal, ça serait quand même de sécuriser le titre le plus tôt possible. Évidemment pour peut-être un peu mettre la pression un petit peu mettre la pression à Red Bull, mais voilà, ce qui est important, ça va être vraiment ce titre de Formule 2 le plus tôt possible, évidemment, c'est toujours le mieux. On remarque d'ailleurs, il y a 4 week-ends restants, 39 points attribuables par week-end, 39 x 4, ça fait, vous l'avez aussi chez vous, 156 points. 156 points, ça veut dire 156 que tous les pilotes peuvent encore gagner le championnat. Si je ne dis pas de bêtises, même Rafael Villagomez, il faudrait qu'il mette vraiment tous les points, qu'Isaac Hadjar en mette 0. Mais on a les 22 pilotes qui sont encore mathématiquement dans la lutte pour le titre. C'est-à-dire, par exemple, il ne peut pas y avoir un rookie. Vous, les viewers, vous ne pouvez pas regarder, vous ne pouvez pas entrer en F2 à Monza et gagner le titre. C'est désormais impossible. Désolé. Ça aurait dû être 5 Victory Race en 10 courses, hein, c'est énorme. Bah, clairement c'est fantastique. Hein. 4e victoire en Feature Race, il n'y a pas un seul pilote qui s'est imposé plus d'une fois en course principale. Bravo. Bravo, non, enfin, j'ai plus les mots, c'est exceptionnel. Devant Bortoleto, qui devient 2e au classement, hein, je le disais depuis plusieurs week-ends, que c'était lui le plus susceptible de challenger Isaac Hadjar. 3e, Paul Aron, qui a descendu encore une 2e pole position non convertie à l'arrivée. 4e, Maloney, 5e, Crawford, Colapinto, 6, qui a d'ailleurs tiré à boulet rouge sur son moteur dans les médias argentins, comme quoi c'est pas un truc qui impacte que les Européens ou je sais pas quoi. 7e, Andrea Kimi Antonelli. 8e, Auger. 9e, Maini. 10e, Zach O'Sullivan qui intègre le top 10 et repasse devant son coéquipier au championnat. 11e, Fittipaldi. 12, le coéquipier en question, Victor Martins. 13e, l'exceptionnel Richard Verschoor. 14e, Marty. Puis ensuite, on a Oliver Berman, toujours à la rue. Correa, Cordil, Miyata, Durksen, Barnard, Stanek et Raphaël Villagomez. Le classement de Zen est flagrant après Bahreïn, il a arrêté la F2. Ouais, c'est un peu. Combien de victoires Drugovich en 2022? Très bonne question. Très bonne question. Attends, je vérifie ça vite fait, parce que Théo Pourchère, évidemment, bon bah c'était une victoire, mais quelle victoire, parce que c'était quand même une victoire avec 20 secondes d'avance. Je crois qu'il y avait quand même pas mal de victoires, hein, parce que la fin de saison, Drugovich, il était tout seul. Hein. Il était tout seul vu que Théo Pourchère avait son moteur qui cassait tout le temps. Felipe Drugovich, une victoire, 2 victoires, 3 victoires, 4 victoires en feature race. Voilà. Donc pour l'instant ça serait autant. Combien de victoires légales pour Drugovich? Moi j'ai jamais rien entendu sur son moteur en tout cas. Au Qatar, ils vont finir à 6 la course. Ouais, Losail, les pneus, ça va être chaud. Oui, c'est sûr que Losail, ça va être un circuit où tout le monde va découvrir le circuit, sauf Andrea Kimi Antonelli, qui est l'un des rares à avoir déjà roulé sur ce circuit en essai. Ça va être un peu de la loterie, je pense, hein, le Qatar, honnêtement. Oui, voilà, pour moi, Drugovich, il n'y a pas de souci particulier sur son titre. Le souci, il est au niveau de ses rivaux, c'est-à-dire Théo Pourchère, qui avait son moteur qui explosait tout le temps. Mais sinon, Drugovich... j'ai pas grand chose à dire sur son titre. Hein. Kimi, il a poncé la piste, ouais, clairement. Écoutez, voilà, Isaac Hadjar, en fait, on va pas se répéter à chaque week-end, mais c'est voilà, toujours aussi impressionnant. Il est là à tous les week-ends. Encore un top 3 en qualification, et ce malgré ce safety mode qu'il a enclenché en qualification, qu'il a fait pester à la radio. Mais voilà, après ça, super départ pour prendre l'ascendant sur Gabriel Bortoleto. Puis après, petite passe d'armes avec Paul Aron, mais sur la deuxième moitié de course, au final, il s'envole. Merci énormément. T'avais pas besoin, Thiago, mais il a plus que respecté sa promesse. Enfin, il a fait plus que ça, mais merci beaucoup. Merci énormément, Thiago, pour ses 10 subs. C'est juste énorme. Évidemment, c'est en référence au live précédent où Thiago avait dit que s'il y avait une pole d'un pilote français, c'est-à-dire Hadjar, Martins ou Mektounif, il offrirait 10 subs. Cette pole n'est pas arrivée, mais la victoire d'Isaac Hadjar est arrivée. Donc merci. Merci, immense merci à Thiago qui a offert des subs à Massi99, Lilian Moir, Rémi Feuillâtre, Ed, 29830, Noyo, Daisuker, Sport Auto, Morgan Trollet, Dispi et
Don Big Babou, écoutez, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, raison de plus pour célébrer la victoire d'Isaac Hadjar. Voilà, c'est juste bluffant tous les week-ends et même il n'y a pas d'erreur. Voilà, hormis cette erreur en course sprint à Silverstone, avec peu d'incidence au final, puisqu'il aurait peut-être quoi gagner 1 ou 2 points. Fun fact, il y a quelqu'un du chat qui est dans F1 Manager. J'imagine que ça parle de Morgan Trolley, du coup. J'imagine. Qui doit être dans F1 Manager chez ART. Remercie bien Hadjar. Ah bah ça, je vais le remercier, hein, ça c'est sûr. Ouais, Morgan, oui. Donc, voilà, enfin, on va pas, on va pas continuer encore comme ça 36 000 heures. Voilà, Isaac Hadjar est juste exceptionnel. J'ai déjà parlé à Isaac, ouais, bah c'est même, il y a même une vidéo YouTube sur ça. Alors jamais sur cette chaîne, mais c'était lors d'un podcast de Feeder Series. C'était lors d'un podcast sur la chaîne YouTube de Feeder Series. Voilà, je sais pas qui il y avait d'autre. Il y avait peut-être Joshua Durksen. C'est très random, mais je crois qu'il y avait aussi Joshua Durksen lors de ce podcast. Ce qui impressionne, c'est la solidité de Isaac en 20 courses. Ouais, non, clairement, c'est ultra solide, il y a quasiment aucune erreur, c'est quasiment un sans faute, franchement. C'est voilà, ce que Red Bull veut voir. Voilà, après, on a l'air de se diriger avec Perez et Ricciardo qui pourraient être gardés pour la pause estivale. C'est pour ça que c'est vraiment très intéressant que Isaac Hadjar fasse cette saison majuscule. Il faut essayer de passer devant Liam Lawson dans la hiérarchie. Voilà, il est passé devant Iwasa depuis assez longtemps, ça paraît assez évident. Maintenant, il faudrait essayer de passer Liam Lawson pour s'assurer un baquet en F1 en 2025 définitivement, et c'est pour ça qu'il faudrait sécuriser le titre le plus tôt possible, si possible des bas-coups, mais il faudrait quand même un sacré concours de circonstances pour avoir 78 points d'avance à 2 week-ends de la fin, ça paraît quand même assez compliqué, mais voilà, au moins essayer d'avoir une grosse avance. Voilà. Iwasa est pas si mal en Super Formula, ouais, je sais, mais le fait que Honda parte, ça le disqualifie un peu des discussions, je pense. Isaac était en vacances au Japon, excellente mémoire. Je lui avais d'ailleurs posé une question sur s'il pouvait être intéressé par la Super Formula. Il a dit que non, il est juste là pour les vacances. C'était, je crois, à l'époque de sa saison de F3, j'imagine. Donc voilà, juste Isaac, bravo, continue comme ça, champion. Je trouve que tu sous-estimes Iwasa. Ah, mais vous méprenez pas, hein. Pour moi, Iwasa, il mérite sa chance en F1, comme d'autres pilotes. Et comme Jack Doohan. Voilà. Mais il n'y a rien qui l'a rendu indiscutable en F1. Et ce que Isaac Hadjar est en train de faire, c'est se rendre indiscutable. Donc voilà, Iwasa mérite sa chance. Mais le fait est qu'on n'a que 20 baquets et que c'est extrêmement compliqué de trouver des places. Donc il faut vraiment essayer d'être indiscutable ou avoir beaucoup d'argent, mais essayer d'être indiscutable à la Piastri, puisque c'est l'exemple que j'ai envie de sortir assez facilement, car Felipe Drugovich et Théo Pourchaire ne se sont pas rendus indiscutables en gagnant la F2. Même si voilà, Théo Pourchaire, pour moi, je l'ai déjà dit 36 000 fois, mais il méritait 1000 fois sa place. Ils méritent leur chance en F1, mais voilà, il faut parfois un truc en plus pour décrocher vraiment ce baquet. Percy, c'est possible que si Red Bull met du temps à le faire signer, une autre équipe le signe. Pour moi, ça serait plus dans l'idée peut-être à voir avec Audi. Voilà, je me base toujours sur cet article de Blick, le journal suisse, qui disait que voilà, il pouvait y avoir un pilote Red Bull qui pouvait rejoindre Audi. Ça pouvait être Ricciardo, ça pouvait être Lawson, bon peut-être Tsunoda, mais a priori Tsunoda est signé. C'est le train de la hype, oh my god. Est-ce que ça peut être Isaac Hadjar aussi? A priori, il aurait été proposé aussi. Bon. Je ne sais pas exactement, et pour moi, le plus, ça me paraît assez peu probable qu'il aille dans une autre équipe quand même. Hadjar sera juste le 4ème champion de F2 qui ne sera pas titularisé car Red Bull vend des canettes mexicaines. Ça m'étonnerait que ça tienne. Hein. Ça m'étonnerait que ça tienne très longtemps, honnêtement. S'il n'y a pas le titre constructeur à la fin, j'ai du mal à voir comment ça peut tenir. Mais bon, on verra. Écoutez, en attendant, Isaac Hadjar fait le taf et il n'a absolument rien à se reprocher, et ça c'est clairement le plus important. Aussi voilà,
pour Red Bull, on sait que Red Bull est en train de régresser peut-être un peu dans la hiérarchie. Max Verstappen, il peut avoir des envies d'ailleurs avec les tensions internes qu'il y a chez Red Bull. Est-ce que peut y avoir un départ chez Mercedes? Si c'est le cas, ça va tout dynamiter. Tout peut, voilà, tout peut voler en éclats chez Red Bull si Verstappen part, on sait pas. On sait pas. On passe à... Qu'est-ce que... Ouais, je sais pas quoi ici. Paul Aron, qui s'est évidemment pris une sacrée claque, deuxième pole position d'affilée. Donc, encore une fois, voilà, il a une fusée entre les mains, il en fait un excellent bon usage. Le souci, c'est que voilà, en course, ça a été vraiment compliqué. Il n'a pas réussi à tenir Isaac Hadjar, notamment sur la deuxième moitié de course. Racheter le contrat de Max, ça doit être quelque chose. Après, il y a toujours des clauses, hein, je pense. Hein. C'est quoi la meilleure académie pour toi, celle où tu as le plus de chance? Bah, en temps normal, j'aurais dit Red Bull. Maintenant, est-ce que ça peut pas être Ferrari, en fait, tout simplement, puisqu'elle a encore un baquet chez As. Mais en temps normal, c'est Red Bull, parce qu'il y a une équipe de jeunes, et voilà, normalement, c'est Red Bull. Normalement, c'est Red Bull, si tu performes, tu montes. Il n'y a pas encore eu de pilote indiscutable qui a loupé la F1 en étant chez Red Bull. Je pense. Hein. Vous me dites si je dis une erreur, hein, mais il y a Isaac Hadjar serait le premier si jamais ça arrivait. Donc voilà, Paul Aron, grosse clim. Alors qu'en plus son week-end commençait sous les meilleurs auspices, puisqu'on rappelle qu'il avait une pénalité de 10 places sur la grille en course sprint parce qu'il avait provoqué beaucoup d'accidents à la manche précédente en Hongrie. Et là, cette course sprint, elle est annulée presque. Enfin, on lui donne moitié de points, il n'y a que les 5 premiers qui marquent des points, etc. à cause de la pluie. Donc au final, bah, il perd rien sur Isaac Hadjar et sur ses rivaux, etc. Donc voilà, tout paraissait parfait et au final, bon, il a l'air de finir troisième, à quand même très très loin, et c'est peut-être ça quand même, un premier coup de massue, il n'a pas du tout le rythme en course d'Isaac Hadjar et de Gabriel Bortoleto. Et ensuite, voilà, il y a ce problème mécanique. Pour la première fois, c'est tombé sur Isaac Hadjar 3-4 fois cette année, et pour la première fois, c'est tombé sur Paul Aron. Il fallait bien que ça arrive, j'ai envie de dire. Mais voilà, double coup de massue, du coup, il perd les 15 points de la troisième place. Voilà, il perd la deuxième place au championnat au profit de Gabriel Bortoleto. Là, quand même, ça va commencer à... Ça va commencer à beaucoup cogiter, ça fait beaucoup de week-ends où il passe à côté de la victoire. Et là, voilà, il a peut-être définitivement, je sais pas, perdu le championnat, je ne sais pas, il reste quand même 4 week-ends, hein, il y a des possibilités de faire son retard, mais voilà, il est à une quarantaine de points d'Isaac maintenant, ça fait un week-end d'écart, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Ce week-end, je suis allé dans les paddocks F2 pour la première fois. Ça fait tellement bizarre de croiser les pilotes que tu vois en temps normal à la télé. Ah, mais je me rappelle, moi, la première fois que j'étais dans un paddock tout court et que j'ai vu qu'il y avait Jacques Villeneuve, je me suis dit, mais il existe en vrai. Et même Julien Febvre, il existe en vrai. Bon, c'était très rigolo. Mais oui, c'est toujours drôle de ce sentiment de, tu vois que les gens, ils existent vraiment dans la réalité, quoi. Et que c'est pas des gens juste derrière un écran comme moi. Je suis peut-être un avatar virtuel, on sait pas. Bref, je m'égare un peu. Gabriel Bortoleto, j'en parlais depuis plusieurs week-ends. Voilà, c'est le seul qui est capable de challenger Isaac Hadjar à tous les week-ends. Deuxième en qualification, là encore très solide. Très peu d'erreurs. Alors évidemment, quand Bortoleto, il y a une erreur qui revient facilement en tête, celle où il emporte Isaac Hadjar avec lui au départ à Bahreïn en course principale. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de grossière erreur majeure. Ah oui, il a bien challengé la Bahreïn, ouais, il l'a bien fait, il a fait plus que le challenger même. Et au final, on s'est retrouvé avec une physionomie de course un peu comme à Imola, où Bortoleto est revenu sur Isaac sans vraiment réussir à trouver la faille, donc au final, ça fait une deuxième place. J'ai eu ma petite photo avec ça, mais pour Martin, j'ai pas osé, vu le week-end malchanceux qu'il a eu. Ouais, ça c'est pas évident d'aller chercher les pilotes après un mauvais week-end. Bortoleto et Hadjar s'entendent mieux, j'ai l'impression. Bah, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Ah bah, écoutez, si les Français et les Brésiliens peuvent un peu se réconcilier pour éviter que je me fasse incendier par les Brésiliens à chaque tweet que je fais, ça m'arrangerait un peu. Et voilà, comme dit un peu plus tôt, est-ce qu'il y a une chance de F1 qui peut exister chez Alpine avec les liens Alonso-Briatore? Moi je dis pourquoi pas. Et au vu de ce qu'il montre en F2, au vu de ce qu'il a montré en F3, au vu de ce qu'il a montré plus dans sa carrière,
honnêtement, Bortoleto, ça me hyperait beaucoup plus qu'un Jack Doohan qui, voilà, qui n'a jamais été très impressionnant dans sa carrière en formule de promotion. Et c'est vrai qu'il y a aussi les sponsors brésiliens de Bortoleto qui peuvent jouer, le marché brésilien qui peut être intéressant pour un constructeur comme Renault, même si Renault a l'air de se désengager progressivement. Ce serait la fin de l'académie alpine. Oui. Oui, bah, ça a toujours été un peu la fin de l'académie alpine, hein, en fin de compte. Hein. À partir du moment où tu perds Oscar Piastri, je pense que on pouvait dire que c'était la fin de l'académie alpine. Hein. Euh, En tout cas, voilà, s'il y a un Bortoleto qui monte en F1, je serais plus heureux que si c'était Jack Doohan, en tout cas. Voilà. Et puis, ça ramènerait quand même le Brésil en F1 qui, même si on a dit qu'ils ont une fanbase insupportable, le Brésil est une nation historique et voilà, il mérite. Enfin, c'est toujours beau, en tout cas, de revoir une nation historique en F1. On passe à, malheureusement, un pilote de l'Alpine Academy, justement. Bon, là, ça paraît foutu. D'ailleurs, dans le Feeder Series Discord, Johnny Edgar a dit que Martin et son équipe a choisi de rester une 3e saison en Eurocup. Oui, alors oui. Bah en fait, ils n'avaient pas le choix. Ils pouvaient pas monter en F3. Victor Martins, fin 2019, Renault a tège Victor Martins comme un malpropre, on le rappelle, pour aller chercher Oscar Piastri. Le retour de karma a été assez brutal pour Renault. Et du coup, Victor Martins n'avait pas le budget pour monter en F3. Et donc, bah, ils ont fait le choix de rester une 3e saison en Eurocup et d'aller chercher le titre. Ouais. Voilà, pour Victor Martins, on avait eu un double podium exceptionnel en Hongrie. Et le week-end commençait très bien, 2e en essai libre. Puis voilà, tout est mal parti avec cet abandon mécanique très très tôt, après seulement 6 minutes de qualification. Il n'y a pas eu un seul temps représentatif qui a été signé. Donc voilà, et forcément il devait partir 22e. À partir de là, c'était un peu foutu, même si à Spa, on peut remonter. Le problème, c'est que course sprint, il fait un départ exceptionnel, il remonte 12e, il gagne 10 places après le départ. Mais voilà, la course sprint est très rapidement arrêtée. Problème électrique, ok, problème électrique en qualif. Problème, oui, mécanique dans le sens c'est une défaillance de la voiture, mais oui. Voilà, la course est arrêtée à cause de la pluie, donc il n'a pas l'occasion de remonter, et en plus les points ne sont réservés qu'aux 5 premiers. Et voilà, 4e tour, il essaye de faire un dépassement, il part un peu, il coupe un peu le virage des Combes, et il se prend la voiture de Villagomez qui a été tassée juste avant, et il se prend d'ailleurs un sacré choc quand même. Voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein, je veux dire voilà, Victor Martins qui est actuellement 12e au championnat. Il faut penser à la suite. Il faut penser à la suite, honnêtement. Il faut essayer de préparer un programme de course en 2025 dans un championnat compétitif, mais en tout cas voilà, la F1 c'est passé malheureusement. Je pense qu'il faut se faire une idée. Il n'y aura pas de titre F2 pour Victor Martin. C'est une énorme désillusion évidemment, car c'était le favori, et pour moi je persiste à penser que c'est le pilote le plus talentueux de cette grille. Voilà, malheureusement c'est une énorme désillusion, et Victor Martins ne sera pas champion de Formule 2. Faut pas prendre le même train que Victor, à ce rythme il va dérailler. J'ai hâte de voir Monza pour savoir qui a des moteurs lents. Ouais, et d'ailleurs, oui, a priori, voilà, les académies F1 vont être intéressés. De voir, et devraient faire certaines enquêtes à ce niveau-là. Voilà, Victor Martins, force à toi, et on espère voilà, que il faut passer à la suite. Il faut essayer de rebondir et trouver un bon championnat, un bon baquet, et voilà. Comment peux-tu dire qu'il est plus talentueux que Hadjar, vu comment les deux ont fait en 2022? C'est plus, je peux pas le dire comme ça, mais en fait, pour moi, Victor Martins mériterait d'être déjà en F1 depuis longtemps. C'était quand même le plus grand rival d'Oscar Piastri. Oscar Piastri le dit sans souci que c'est Victor Martins qui a été son plus grand rival. Et quand on voit ce que fait Oscar Piastri, qui se bat pour des victoires, qui a déjà une victoire en Grand Prix en Formule 1, voilà, Victor Martins paraît peut-être un pilote plus complet, plus mûr. Après, c'est vrai qu'il y a cette saison qui fait tâche, mais voilà, j'ai tendance à dire que Victor Martins c'est peut-être... Alors peut-être que Hadjar aura plus de potentiel sur la durée, mais voilà, j'ai parlé à pas mal de gens qui ont à la fois travaillé avec Martins, à la fois travaillé avec Hadjar, notamment chez AirRace. Martins, beaucoup de gens disent que c'est l'un des pilotes les plus rapides, voire même le pilote le plus rapide qu'ils ont jamais vu sur un tour. C'est un monstre.
Et c'est des gens qui ont vu Oscar Piastri, c'est des gens qui ont vu énormément de pilotes de F1 passer dans leur rang et qui disent que Victor Martin c'est le plus gros talent qu'ils aient jamais vu. Donc j'ai tendance à croire ces personnes-là. Après voilà, il y a des pilotes qui maturent, qui mûrissent un peu plus tardivement, comme c'est le cas par exemple pour Gabriel Bortoleto. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment tendance à mettre Victor Martin très 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 haut. Mais voilà, Victor Martin ne sera pas champion F2. Alors pourquoi Alpine ne prennent pas en considération pour le deuxième paquet? Mais parce qu'ils n'apportent pas d'argent. Ils n'apportent absolument pas d'argent et que Renault avait déjà jeté Victor Martin comme une vieille chaussette fin 2019 et que Victor Martin c'est d'ailleurs le vestige, le vestige de l'ancienne Académie Renault où tout fonctionnait au mérite un peu. Sauf que l'Alpine Academy actuellement ça fonctionne avec des pilotes qui amènent de l'argent, voilà, qui payent leur saison eux-mêmes et qui sont indépendants financièrement et c'est dommage, c'est dommage. Et Alpine, bah, évidemment, il serait beaucoup plus intéressé par des pilotes qui amènent de l'argent comme Jack Doohan, même un Bortoleto, je pense qu'il aurait beaucoup plus d'arguments. Un Antonelli qui pourrait être peut-être poussé par Mercedes si Mercedes voulait pas le mettre dans son équipe A. Mais voilà, de toute façon, Alpine et la gestion de leurs jeunes pilotes a toujours été catastrophique. La gestion de leurs jeunes pilotes français, encore plus. On passe le bonjour à Adrien David ou à Sacha Fenestraz, puisque voilà, il y a eu plusieurs exemples. Victor et Barnard, les plus pauvres de la grille, je pense. Oui, je pense, ouais. Après, Keane et Gabriel Emini, c'est pas des peintres. Oui, mais Keane, d'ailleurs, c'est aussi un pilote un peu dans la situation de Victor Martins. Donc, il doit absolument performer, alors qu'il y a des pilotes qui n'apportent pas beaucoup d'argent, qui apportent de l'argent. Ils pourront faire 24e en Formule 4, ils vont continuer leur saison. Ils vont continuer à être soutenus. Parce qu'ils amènent de l'argent, donc bon. Adjar pauvre aussi, mais merci Red Bull, exactement. Exactement, Adjar qui est pas très très riche et qui avait failli arrêter sa carrière en Freca en 2021. Est-ce qu'il y a eu un plus grand talent gâché dans la mémoire récente? On pourrait penser à un Robert Schwartzman, même s'il a un peu flop sur sa dernière moitié de saison de F2, sur sa deuxième saison de F2, Schwartzman, il y a un moment... ça semblait incontestable qu'il allait être en F1. Robin Fringe, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ilott, je sais que c'est un truc que disent beaucoup de gens, mais je suis pas spécialement convaincu. Roy Nissany, pourquoi pas, voire même son papa, Shanok Nissany. Non, pour moi, ouais, peut-être Fringe, Ilott, mais pour moi, je dirais vraiment Schwartzman. Schwartzman en numéro 1 avec Victor Martins. Donc voilà, écoutez, voilà, Victor Martins doit à tout prix se réorienter très, 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 très rapidement. Hâte de le voir en WEC, bah, j'espère qu'il aura un vrai volant. WEC Hello Milot, il faisait pas mal d'erreurs, c'est vrai. Ouais. Bon, écoutez, malheureusement on va fermer cette page Victor Martins. Parler de son coéquipier, car c'est Rémi Feuillatre qui nous dit Ilott, j'ai l'impression d'être le seul à pas le trouver dingue, je vois pas où il s'est rendu indiscutable dans sa carrière. Je suis assez d'accord. Bon, il y a eu une bonne deuxième saison de F2 en 2020, mais au final il fait deuxième, il est battu par Schumacher. Voilà. Si Doohan pilote Alpine, Victor serait troisième pilote. Je suis même pas sûr de ça. Je suis même pas sûr de ça, car Alpine pourrait même argumenter en disant que Kouchmaini est plus haut dans le classement F2 que Victor. Le truc, c'est voilà, Alpine n'a pas envie d'avoir des pilotes qui ne sont pas indépendants financièrement, et donc c'est ou soit tu gagnes, ou soit t'es viré. Voilà, Victor, c'est toujours un pilote qui a eu à se battre. Il avait toujours cette obligation de résultat à chaque fois. Maini n'a pas de super licence, c'est vrai. Il n'a pas les 40 points. Il n'a pas du tout les 40 points. Schwartzman ne s'est pas fait tarter par Piastri, si je me rappelle bien. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs. Mais par exemple, première saison de F2, Schwartzman, il met une pilule à Schumacher au début. Il met une pilule à Schumacher. Et deuxième saison, bah, c'est vrai que voilà, Schwartzman a la malchance de tomber à côté de Piastri, mais on pourrait peut-être parler d'un Lundgaard aussi. Lundgaard qui a une deuxième saison de F2 compliquée, mais ça commençait très bien aussi. Mais bon, c'est des pilotes qu'on rebondit depuis en IndyCar, en WEC ou ailleurs, donc on espérera le même avenir pour Victor Martins. Mais voilà, pendant ce temps-là, son coéquipier, Zach O'Sullivan,
Zach O'Sullivan s'est vraiment distingué avec un excellent week-end qui est positif du coup pour Ars Grand Prix. On voit qu'ils ont l'air vraiment d'avoir trouvé une solution sur cette Formule 2, sur cette nouvelle voiture de Formule 2. P1 en sprint, alors évidemment c'est une course sprint assez bizarre, mais en attendant Zach O'Sullivan a été excellent. P4 ensuite en course principale, c'est encore plus là qui m'a impressionné. Où il a été, je vais pas dire dans le rythme des meilleurs, mais voilà, en tout cas des très très gros points de marqué en partant pourtant 10e. Donc c'est une vraie satisfaction, pour ART. C'est dommage pour Victor, ça arrive un peu trop tard ce retour en force, mais en tout cas Zach O'Sullivan montre que ART revient, et ça c'est très positif. Jack Crawford, il y a eu un beau week-end. Richard Verschoor, que dire, encore une fois un énorme week-end, P3 puis P5. Très 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 solide. D'ailleurs, j'ai absolument pas parlé, vous verrez dans la diapo d'après, je n'ai absolument pas parlé d'Antonelli parce que c'est un week-end un peu où on l'a pas trop vu, où il a toujours été un peu discret dans le sens où alors il y a eu sa course sprint absolument fantastique où il a fait des dépassements splendides. Mais au final il n'y a pas de points à l'arrivée puisque les points n'étaient que pour les 5 premiers contrairement à d'habitude, et sa course principale il part sur la stratégie alternative, il se fait avoir dans les stands, etc. Bon, j'ai du mal à tirer des conclusions sur sa course principale, donc c'est pour ça que je ne parle pas spécialement d'Antonelli ce week-end. Par contre le seul truc qu'on peut vraiment dire sur Antonelli, c'est qu'il met toujours une énorme tempête à Oliver Berman, toujours nulle part en qualification, nulle part en course, et en plus il y a ce départ absolument sensationnel où il est à l'intérieur à la source et il se dit tiens, je vais aller à l'extérieur, sauf que il y a déjà Maloney et Marty qui sont déjà à l'extérieur. Il se croit absolument tout seul sur la piste, il est plus concentré en fait. Depuis qu'il a son siège en F1, c'est encore pire qu'avant. Donc c'est pourtant, enfin voilà, on sait que c'est un pilote très 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 talentueux, mais voilà, cette saison elle est à jeter à la poubelle complet. Ce week-end n'en est qu'une énième illustration. Et voilà, il va commencer 2025 pas en confiance, ça c'est sûr, mais voilà, après je pense que voilà, l'essentiel pour lui, il faut maintenant se concentrer sur ses séances d'essai libre F1 qu'il a avec As, il en a plusieurs. Je pense que depuis Jeddah, il ne fait plus de F2 en simulateur. Je sais pas, ça me paraît très dingue. Enfin, ça me paraît très complètement dingue quand même. C'était un pilote qui était censé jouer le titre. Après, c'est vrai qu'il n'y a plus d'enjeu. Au final, il a le gros lot, il a la F1. Mais la manière n'y est absolument pas. C'est une manière catastrophique. Et il a de la chance d'être britannique, puisque les médias britanniques l'épargnent. Et c'est les médias un peu dominants dans le sport auto. Mais il va pouvoir être sous le feu des critiques assez rapidement. Donc il va vite falloir répondre aux attentes. Heureusement, il y a ce Grand Prix de F1 qu'il a fait à Jeddah qui va le sauver, enfin qui le sauve cette année. Mais il va falloir répondre quand même rapidement. Il va falloir le répondre rapidement sur la piste dès les premiers Grands Prix en F1. Et face à Ocon, qui est quand même une sacrée référence à avoir comme coéquipier, ça va être un peu dur, mais voilà, Berman c'est quand même un gros talent, il faut juste qu'il soit plus concentré dans ce qu'il fait, et là il a plus l'air d'être concentré en fait dans ce qu'il fait en F2. Voilà, il y a d'autres pilotes qui sont passés complètement à côté du week-end. Kouchmaini complètement à la rue face à Bortoleto, Enzo Fittipaldi qu'on a retrouvé, enfin on a retrouvé la version Enzo Fittipaldi complètement transparent comme les meetings précédents, avec l'exception de la Hongrie. Pepe Marty, bon, malchanceux avec ce départ complètement ruiné par Oliver Berman, mais toujours très 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 largement battu par Isaac Hadjar. Et la pression va se faire sentir chez le Red Bull Junior Team. Écoutez, on ferme ce chapitre de Formule 2 et on peut passer à la Formule 3, car il ne reste plus qu'un seul week-end. Il ne reste plus qu'un seul week-end de course à Monza en Italie, et on a 2 Italiens en tête du championnat, et on a un classement ultra indécis. Leonardo Fornaroli a pris la tête du championnat à son compatriote Gabriele Mini pour un petit point, 129 contre 128 points. On a ensuite Luke Browning et ses 123 points. Le meilleur rookie Arvid Lindblad est à 113 points. On a ensuite un petit peu plus loin Dino Beganovic à 100 points, Mansell 97 et Oliver Goethe à 94. C'est les 7 pilotes qui peuvent jouer le titre mathématiquement.
de façon plus réaliste, ça se jouera entre les 3 voire 4 premiers. Évidemment, moi, pour le panache, j'aimerais bien qu'un Harvey Lindblad gagne ce titre, mais voilà, 4 courses d'affilée sans points, ça va commencer à manquer, surtout face à la régularité d'un Leonardo Fornaroli. Ensuite, on descend le classement, on a Tsolov qui ne roulait pas à Spa pour avoir roulé en Eurocup 3 un peu plus tôt cette année, illégalement, sans permission de la FIA. On a Noël Léon, Callum Voisin, les 2 nouvelles entrées dans le top 10 qui sont sur une lancée absolument exceptionnelle. Tramnitz, Van Eupen et Sami Mektounif à la 13e position qui, malgré un bon week-end, descend un petit peu dans le classement. On a ensuite Boya, Montoya, Ramos, Alex Dunn, Martinus Stensson, Bedrin Tommy Smith, Esterson, Wurz, Wisnicki, Intrapufasak, Zagaseta, Locke et Kasper Stuka qui sont toujours les mêmes 27 pilotes à avoir marqué des points. Leonardo va vouloir tout donner à la maison, go pour une première victoire. Et oui, car il n'y a toujours pas de première victoire pour Fornaroli, il n'y a toujours pas de victoire depuis la F4 italienne en 2021. Ça paraît assez dingue, mais toujours pas de victoire pour Leonardo Fornaroli. En attendant, il y a un gars qui a complètement explosé ces dernières semaines, c'est Callum Voisin. On savait que c'était pas un manche, champion GB3, champion de F3 britannique déjà avec Rodin l'an passé, mais voilà, en rejoignant Rodin en F3 qui était l'une des pires équipes, on se disait bon, force à toi mon ref, et on se disait voilà, Silverstone et la Hongrie, d'habitude c'est les 2 meetings qui réussissent bien à Rodin, c'est le moment de performer, et c'est ce qu'il a fait, il a performé avec des podiums, avec des top 6, etc. Mais à Spa-Francorchamps, on pensait que ça allait être retour à la normale. Et on a eu cette séance de qualification un peu surnaturelle qu'on a vécue ensemble sur Twitch et en rediffusion sur YouTube, où il a fait la pole, une pole un peu invraisemblable, et il a tenu toute la course. Une course de F3 évidemment extrêmement hachée, extrêmement ridicule, un peu, hein, quand même. On a eu que des safety cars, on a eu que des accidents tout le temps, c'était un peu illisible. Après voilà, ça a fait beaucoup de bien à Callum Voisin qui n'a jamais été vraiment inquiété dans cette victoire. Voilà, chapeau bas, il faut juste espérer qu'il aura des meilleures opportunités l'an prochain car il le mérite très amplement. Et voilà, il a fait son entrée dans le top 10 et il est en lice. Voilà, comme je le mets sur le diapo, en lice pour battre le meilleur classement d'un pilote, Carlin Rodin, dans l'histoire de la Formule 3, qui est pour l'instant Zach O'Sullivan, qui avait fait 11e en 2022. Il faut parler du line-up Trident. Alors le line-up Trident, il commence bien, puisqu'on a quand même Leonardo Fornaroli, qui est le leader du championnat, c'est l'assurance tout risque, c'est le gars qui est le plus régulier, tout le temps, 5e podium en feature race, quand ses rivaux sont ultra irréguliers, ça a encore de nouveau été le cas pour Browning, pour Lindblad, pour Mini, pour les 3 principaux rivaux en fait. Voilà, il y a toujours cette victoire qui manque depuis la F4 italienne en 2021, on a le top 3 en 6 points, le top 7 qui peut encore jouer le titre. C'est très solide, mais voilà, il y a toujours cette victoire qui manque. En fait, c'est absolument imprévisible de voir qui peut gagner le titre, car ça va vraiment dépendre de Monza. Tout va se jouer sur un week-end. Alors Fornaroli est certes un peu toujours régulier, mais il n'y a pas peut-être ce truc en plus. Ce truc en plus manque peut-être un peu à Fornaroli. Et Harvey Lindblad, par exemple, peut l'avoir ce truc en plus sur certains week-ends, même si c'est beaucoup plus irrégulier. Browning, il peut dominer certains week-ends. Mini, il avait dominé Monaco, donc pourquoi pas. Rodin va peut-être réussir la transition. Oui, par rapport à Callum Voisin, c'est vrai que en 2025, on va changer de voiture en Formule 3, donc peut-être que Rodin va mieux gérer ces nouvelles voitures. Ça sera un pari. Ça serait un pari en tout cas de rester chez Rodin. Peut-être qu'il n'aura pas mieux de toute façon, peut-être qu'il va se contenter de ça, mais peut-être que ça sera une bonne décision de rester chez Rodin quand même. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une bonne course de F3 avec 75% de safety car. Bah là c'est vrai que on était proche du caricatural de la F3. Ouais, voilà, pas grand chose à dire. Stuka derrière Wisnicki, quelle indignité. Ouais, la course principale de Silverstone avec la pluie a un peu foutu un sacré bordel. Elles ont déjà été présentées les nouvelles F3. Non, elles le seront à Monza. Donc voilà, on va attendre un mois avant de voir les nouvelles F3. Hors sujet, mais si le mec de high-tech rejoint Alpine, peut-être il verra le talent de Martins.
je pense honnêtement que Alpine, enfin ou en tout cas Alpine, ils sont là pour la thune et pour faire du profit, pour des investisseurs, pour des trucs comme ça. Ils s'en foutent du sportif. Donc voilà. Voilà. Évidemment, je vois évidemment Vettel Spin qui a fait une petite critique sur Sami Mektounif, mais pourtant, Sami Mektounif, il a pourtant fait un bon week-end en somme. Alors, il y a eu une course sprint assez bonne hein, quand même, où il faisait 6ème. Il faisait 6ème, mais il y a eu 36 000 infractions de track limit et il s'est pris 30 secondes de pénalité, ce qui l'a fait descendre au 27e rang. Heureusement, il s'est un peu calmé en course principale, ça a fait P5, il y a eu des beaux dépassements, etc. C'était bien, c'était pas parfait car voilà, il a quand même été dépassé notamment par Noël Léon. Mais il y a eu enfin un week-end avec des points quand même pour Sami. Il y a eu du mieux. Euh, voilà, ça fait toujours juste. Hein, ça fait toujours juste pour lui qui vise une montée en F2. Ça fait juste. Ça fait juste. Alors certes, il est devant Santiago Ramos, la troisième des Tridents. Voilà, j'espérais quand même bien mieux. J'espérais quand même bien mieux. Il reste encore un week-end, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce qui peut se passer à Monza. On a parlé de Callum Voisin qui a fait son entrée dans le top 10. Noël Léon aussi, nouveau, toujours aussi brillant. Voilà, il fait des dépassements, il fait des remontées, il fait des podiums. Je l'attendais pas à ce niveau-là, donc bravo à lui sur sa Van Amersfoort. Il vise sérieusement la F2 pour l'an prochain, Sami. En tout cas, il la visait il y a quelques semaines. Il la visait après sa victoire à Imola. Oui, et c'est logique, il était 7ème ou 7ème du championnat, donc en tant que rookie, il avait de quoi viser la F2. Si vous voulez revoir l'interview, c'est évidemment sur la chaîne YouTube Percy VOD, mais oui, il nous l'avait dit en live, son objectif c'est la F2 puisqu'il sait à quel point c'est dangereux pour un rookie, enfin pour un pilote de redoubler en F3 l'an prochain, car nouvelle réglementation de voiture, possiblement hiérarchie différente, et on peut se retrouver comme en F2 avec Prema et ART qui sont les top teams attendus qui se retrouvent complètement à la rue. Voilà. Est-ce que Martin sera viré de Red Bull? Attends, j'ai loupé un épisode. Comment ça, Martin? Marty. Ah Marty, je ne sais pas. J'ai pas spécialement d'informations dessus. Pour moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils le laisseront peut-être une deuxième année. Face à un Lindblad peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Évidemment parmi les flops, parmi les tops aussi, Montoya qui a fait un podium un peu surprise, évidemment bien aidé aussi par toutes les safety cars qu'il y a eu. Esterson a marqué des points sur sa Gender, je sais toujours pas comment c'est possible, mais c'est arrivé à nouveau après Bahreïn. Et évidemment, on note aussi les excellents débuts de Tuka Taponen qui est arrivé au pied levé pour remplacer Tsoloff chez ART et qui a été très 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 impressionnant. Meilleur des ART en qualification. Voilà, évidemment, on aurait préféré qu'il s'élance, qu'il soit dans le top 12, puisqu'il a fait 13e en qualification. On aurait préféré ça, mais voilà, ça a été plus compliqué en course, évidemment. Mais son rythme était très 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 intéressant. Bon après c'est pas une surprise non plus car on sait tout le bien tout le bien que tout le monde pense de Tuka Taponen. Ouais, Gilter il a une villa dans ta tête, Vettel Spin, c'est exceptionnel. Hein. Le souci, voilà, pour Taponen aussi, c'est que ART est complètement passé à côté et on a potentiellement dit adieu aux chances de titre de Christian Mansell. Ça a été aussi compliqué pour Van Eupen qui sort du top 10 au championnat. Ça a été compliqué aussi pour Oli Goethe chez Campos qui a potentiellement dit adieu au titre aussi. Et chez Prema, ça a été quand même très compliqué. Lindblad qui a eu, voilà, qui était qualification très compliquée, des track limits, des accidents, etc. Gabriel Emini, là aussi des difficultés à remonter. Il a été pris dans un incident au premier virage en course principale, mais ensuite ça a été compliqué quand même de remonter malgré tous les incidents qu'il y avait devant lui. Au final, c'était hors des points. Et Beganovic a eu certes la victoire en course sprint, mais bon, c'est au final bien chanceux de faire 12e en qualif, puisque sans ça, je sais pas si il serait encore dans la liste au titre. En attendant, il est toujours quand même à 19 points, hein, je crois. Attendez, je remets. Non, 100 points. Ah, il y a 29 points de Fornaroli, ça va être dur. Avec 39 points à attribuer, ça va être dur d'aller chercher le titre. Et honnêtement, ça n'aurait pas été un titre très mérité. Le titre devrait se jouer entre les 4 premiers, selon toute vraisemblance.
On passe à la Formule 4 française, car oui, c'était aussi la 4e manche de F4 France, non pas sur le circuit de Spa-Francorchamps, mais sur le mythique Nürburgring. Et là, on a eu le droit à de très très jolies performances avec une météo très capricieuse, avec la pluie, notamment en qualification et le samedi pour les 2 premières courses, avec un nouveau leader du championnat, Yannis Steven Haydens, le pilote belge, le pilote redoublant, qui prend les rênes du championnat après une victoire en course 2 et course 3. Deuxième, Jules Caranta, notre Français de 15 ans, mais ça va... On peut lui souhaiter joyeux anniversaire en avance pour demain. Jules Caranta qui va fêter ses 16 ans demain et qui a déjà eu un très beau cadeau d'anniversaire avec une splendide victoire en course 1, on va y revenir. Taito Kato, le pilote Honda, est 3e, il perd sa tête du championnat après des qualifications, il a eu un problème a priori mécanique de ce qu'on a compris. Chester Kiefer, week-end où il a potentiellement perdu le titre, il a complètement décroché. On a ensuite Ryan Caretti, Franck Porter-Ruiz avec un très 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 joli double podium lors des 2 courses à grille standard, le pilote andorran qui est vraiment en train de passer un cap. 7e, Augustin Bernier, Poleman vendredi, mais ça a été plus compliqué dans les courses. 8e, Roussel, on a ensuite O'Grady avec un nouveau podium, Leonardo Menia, Jason Lung, Dylan Estre, Enzo Caldaras avec son premier podium en carrière, Doyle Parfait, Dorisson, Karel Schulz, Masson, Munoz et Borgna qui sont les 19 pilotes à avoir marqué des points. Mais évidemment, on est obligé de parler, de commencer de ce pilote, à parler de ce pilote, Jules Caranta, qui a pour moi vraiment sorti une performance vraiment majuscule sous la pluie, une vraie masterclass. Il partait 4e et il nous a sorti des dépassements de toute beauté. Évidemment, il y a aussi certains de ses rivaux, Steven Haydens, Kato, Kiefer, qui ont fait des erreurs, et qui ont perdu des places, qui ont perdu des points très précieux dans la course au titre. Mais Jules Caranta a été vraiment ahurissant sur cette course, vraiment c'était un vrai plaisir à suivre. Victoire avec 6 secondes d'avance sur le reste de la concurrence. Des petits regrets sur la course 2 où il joue, je pense, le podium assez facilement, mais Alex O'Grady va le taper et va le sortir de la piste. Au final, ça fait que une P6. Et en course 3, il arrive à négocier un podium malgré le fait qu'il soit parti de la 7e place. Donc là aussi, très belle remontée, très beau dépassement. Mais voilà, le week-end de Jules Caranta est excellent. Évidemment, il est sublimé. Sublimé par cette victoire sous la pluie où là je me suis dit je vais pas dire pour la première fois parce que c'est pas la première fois que Jules Caranta m'impressionne, notamment au niveau des dépassements. Enfin voilà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un pilote français aussi bien dépassé. Là je me dis ok, il y a un vrai truc intéressant qui se dégage au niveau de Jules Caranta. Voilà, un truc potentiellement très grand. On verra évidemment la suite de sa carrière. Il n'a encore que 15 ans. Il aura 16 ans demain. Je prépare d'ailleurs un petit tweet sympa qui va où j'ai fait une vidéo où j'ai compilé certains de ses dépassements. Voilà, c'est vraiment le meilleur dépasseur du championnat, sans aucun doute. Voilà, il y a quand même encore des petits trucs sur les départs où c'est encore un peu juste. Sur les qualifications, c'est dommage puisque pour moi c'était l'un des pilotes les plus rapides, mais le red flag provoqué par Taito Kato l'a un peu brisé dans son élan malheureusement, puisqu'il signait vraiment tous les secteurs en violet, etc. Et je pense que peut-être que le prime de ses pneus était à ce moment-là, contrairement à certains des autres pilotes, donc un peu dommage. Même manager que Pourchaire, mais en espérant que ça se finisse mieux, hein. En espérant que ça se finisse un peu mieux, puisque voilà, hein. En espérant qu'il ait une meilleure académie surtout autour de lui. Donc voilà, Jules Caranta qu'on espère voir en Freca l'année prochaine, et qui sait, il aura 16 ans demain, qui sait, pourquoi pas quelques courses en fin d'année. On sait par exemple Evan Gilter, après son titre en F4 France, il avait fait les 2 dernières manches de Freca avec ART. On sait pas, on sait que Jules Caranta est en contact notamment avec R-Ace, donc parce qu'il a roulé chez eux pendant l'hiver, il a aussi roulé chez Saint-Eloc, il peut être aussi en discussion avec ART, voilà, c'est des équipes françaises, la FFSA essaie de placer ses pilotes dans des équipes françaises, pourquoi pas, en tout cas, voilà, Jules Caranta, enfin, vous voyez, ça me met le sourire, vraiment, rien qu'à repenser à son week-end. Mais Sauber, ils vont pas prendre Maloney, mais
je le sais en fait, ils vont pas prendre Maloney. Maloney, il a l'air de se diriger plutôt vers l'IndyCar et non pas vers de la Formule 2, contrairement à ce que je croyais au début. Même manager que Pourchaire. Ah ouais, enfin, oui, parce qu'ils viennent de la même région. C'est quoi, c'est Julien Abelli? Non, c'est quelque chose comme ça, je crois. Je dis peut-être une bêtise. Ah non, Pauline, elle gère plutôt la communication de Théo, Pourchaire. Pourchaire va à Sauber 2025, aucun pilote les veut. C'est mon espoir, c'est un peu l'espoir, c'est le fait que Sauber, que tout le monde refuse Sauber et que du coup Sauber se rabatte un peu par dépit avec Théo Pourchaire et qu'ils se rendent compte que c'est un énorme crack. Bref, on s'égare un peu, voilà, Jules Caranta, super week-end de sa part. Il y a aussi un pilote qui a été très impressionnant, c'est Yannis Steven Haydens. Malgré son erreur sous la pluie en course 1, il s'est très très bien rattrapé en course 2 et 3. En plus, il partait en pôle en course 3, ce qui l'a bien sûr aidé. Donc il prend la tête du championnat. J'ai quand même une remarque à faire au commissaire de la course, au Nürburgring. Yannis Steven Haydens a passé quasiment l'entièreté de sa course avec un aileron avant qui était sur le point de se décrocher. Vous allez me dire, pas grave, sa performance était là, etc. J'aurais eu tendance à répondre oui, c'est vrai, et puis au final, l'aileron avant s'est jamais envolé. Mais quand même, on a eu un précédent très récent, quand même, le Grand Prix de Pau en 2023, où il y a Paul Lopez qui a ce même problème, cet aileron avant qui menace de se détacher à tout moment. Et au final, l'aileron avant se détache, Paul Lopez perd sa voiture à très haute vitesse, ça provoque un carambolage qui provoque 36 000 abandons, une voiture en flammes, un pilote qui reçoit une perfusion, etc. Ça me semble, en plus sous la pluie, de garder comme ça un pilote avec un aileron avant qui menace de s'enlever, j'ai trouvé ça très surprenant. Donc bon, heureusement tout est bien qui finit bien, mais un drapeau noir à disque orange n'aurait pas été excessif, à mon sens, en tout cas. Tant mieux pour Yanni, il s'en sort bien et surtout il a mis tout le monde d'accord sur la course 3 le lendemain sur le sec. Donc voilà, nouveau leader du classement, donc félicitations à lui. Évidemment, parmi les tops du week-end, je sais pas pourquoi j'ai mis les choses dans cet ordre-là, mais le pilote le plus impressionnant en dehors de Caranta et Steven Haydens, c'est Franck Porter-Ruiz, le pilote andorran, deuxième de la séance de qualification, protégé de Field Racing et de Patrick Lemarié notamment, qui a été excellent, excellent, double podium, qui a réussi vraiment à tenir sa voiture, qui a réussi à limiter le nombre d'erreurs, et c'était vraiment pas facile sous la pluie. Il a l'air vraiment d'avoir progressé là-dessus. On sait que voilà, sur les week-ends précédents, ça avait été un peu plus compliqué. Là, il a réussi à trouver un bon équilibre. Double podium, ça fait P6 au championnat actuellement et ça peut vite remonter à ce rythme-là sur de la P5, sur de la P4. Bon, le top 3 paraît assez inaccessible, puisque même si Taito Kato n'a pas fait de podium, il a quand même limité la casse. On a eu des nouveaux podiums pour Enzo Caldaras et Alex O'Grady, là encore des finalistes de Field Racing l'an passé. Donc félicitations à eux, même si c'était lors de la course à grille inversée. Et puis petit carton jaune évidemment pour Alex O'Grady pour avoir ruiné la course 2 de Jules Caranta quand même. Côté français, il y a quand même eu des tops. Augustin Bernier qui a signé sa première pole, mais en course, il y a eu des petites erreurs, il y a eu un petit problème mécanique aussi en course 3 qui l'a fait tomber de la 3ème à la 5ème place. Il y a eu pas mal d'erreurs aussi sous la pluie. C'est un pilote qui a évidemment très peu d'expérience sous la pluie. Arthur Dorisson, il y a eu du mieux, il y a eu des top 5 en qualif. C'était l'un des pilotes les plus rapides, mais là aussi, pas mal d'erreurs, etc. Et au final, ça fait que 2 points. Et c'est dommage puisque c'est le premier week-end où on a vraiment vu quelque chose de très intéressant chez Arthur Dorisson, qui, on rappelle, c'est le protégé de la FFSA, c'est le protégé de Pierre Gasly. Donc, il y a du mieux, ça se voit pas dans le classement brut, mais il y a du vrai mieux pour Arthur Dorisson. Parmi les flops, évidemment, on est obligé de parler de Chester Kiefer, le pilote luxembourgeois qui a vécu un petit retour sur terre. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'était surtout ses défenses très 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 rugueuses. Au final, il s'est un peu pénalisé lui-même dans ses défenses, notamment face à Ryan Caretti, car ça a provoqué sa crevaison et ça a provoqué, il est passé d'un potentiel podium à un 0 pointé. Aussi Ryan Caretti, le 5ème du championnat, qui a fait une très belle course sous la pluie, à 6 secondes de Jules Caranta, mais voilà, sa qualification catastrophique l'a fait
l'a fait partir, l'a empêché de scorer de gros points sur les autres courses. Il y a eu aussi d'autres championnats, on se rapproche un petit peu évidemment de la fin du live. En GB3, j'avoue que j'ai absolument pas regardé les courses. Je rappelle quand même, hein, ce week-end, j'étais en enterrement de vie de garçon. J'ai fait mon maximum pour rattraper les courses le plus vite possible. Mais avec les JO en plus, etc., j'ai pas pu rattraper la GB3, l'Eurocup 3, la F4 espagnole. Donc on va en parler juste comme ça, très rapidement. Nouvelle victoire pour John Bennett, Mackenzie Cresswell et Arthur Rojon. Donc Arthur Rojon, le français, c'était lors de la victoire, lors de la course à grille inversée. Donc voilà, deuxième victoire de la saison pour Arthur Rojon, deuxième victoire en grille inversée, mais quand même. En attendant, Louis Sharp est toujours en tête du championnat et on a quand même John Bennett qui remonte très fort. On a en Eurocup 3, on avait les pilotes expérimentés, Adrien David et Pierre-Louis Chauvet. Ça s'est pas passé, c'était pas la folie, hein. Est-ce que tu sais sur quel circuit les écuries testent leurs pilotes pour la saison prochaine? C'est lors de tests assez privés. Je pense qu'on peut penser à des circuits comme le circuit italien de Cremona, peut-être Manicourt, peut-être Paul Ricard. Après, il y a des tests un peu collectifs avec le Paul Ricard, Barcelone, etc. Je sais qu'il y a des tests à Barcelone en ce moment. Je dis peut-être une bêtise, hein. Ce moment ou la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est vrai que Pourchard a testé illégalement pendant sa saison. Non. Il a testé légalement sur des anciennes GP2/GP3. Varano, oui exactement, Varano, très bien vu, Zelspin. Non. Parce que s'il a non, de toute façon, non, il n'a pas testé illégalement. C'est vrai qu'il a beaucoup testé pendant ses saisons de F3, de F2, mais Antonelli, Norris, Berman, etc., ils ont testé énormément aussi, hein. Ils ont testé énormément aussi. Bon, voilà, pour l'Eurocup 3, pour Adrien David, il y a eu une P7 en course 1, et en course 2, il s'est pris des track limits, mais en veux-tu, en voilà. Il a même des pénalités pour le prochain week-end, de ce que j'ai compris. Il a une pénalité de 30 secondes sur la prochaine course. Tellement il n'en avait rien à faire des track limits. Bon, écoutez, il y a quand même eu quelques points pour DriveX. Pour Pierre-Louis Chauvet, ça a été un peu plus compliqué. On ne le voit même pas sur le classement, malheureusement. En F4 espagnol, il y a eu des victoires de Maciej Glasic, le pilote polonais, sur lequel je fonde de gros espoirs. Si vous reprenez les pronostics de tout début de saison, c'était mon favori pour la F4 espagnole. J'avais tenté un petit pari quand même sur ce coup-là. Et il a l'air de remonter, même si Kino Alazari est toujours en tête du championnat. Et il y a eu enfin du mieux pour les deux cracks supposés du championnat, René Lamers et Enzo Tarnvanskool, qui ont tous les deux signé leur premier podium en Formule 4. On a aussi la pause estivale qui arrive, et il n'y a pas grand chose du coup. Il y a vraiment rien du tout qui arrive ce week-end. Ce week-end, si vous voulez vraiment voir des formules de promotion monoplace européennes, il va falloir se diriger vers la F4 tchèque. La F4 d'Europe centrale qui se déroulera sur le circuit de Most, en République tchèque, en Tchéquie. Voilà, on a un pilote français engagé, hein, Jonathan Correrella, actuellement 5ème du championnat. Voilà. Et en plus qui a l'air d'avoir un bon petit coup de volant, mais bon, il n'est pas dans les meilleures équipes. Il est dans une équipe privée hongroise. Voilà, donc il n'y aura pas grand chose, mais ne vous en faites pas. Sur les prochaines semaines, pendant toute la pause estivale, on va s'occuper, on va trouver des lives pour lesquels s'occuper. Ma question, c'est d'ailleurs, quels sont les meilleurs jours, en sachant que les lives seront quasiment tout le temps en soirée, je pense vers 18h, 18h30. Quels sont les meilleurs jours pour faire des lives pour vous, pour qu'il y ait le plus de monde? Est-ce que c'est lundi? Est-ce que c'est mercredi? Est-ce que le vendredi? Etc. Je ne sais pas, dites-moi, pour que je puisse voir quand programmer ces lives. Notamment un live avec un invité exceptionnel, candidat à la Formule 3, voilà, qui roule en Freca actuellement. Des lives tier list qui méritent sa chance en F1, qui méritent de monter en F2 pour les pilotes de F3, un live, et le live que tout le monde attend avec impatience, un live de prédiction des grilles F2, F3 en 2025. Je commence à avoir des informations,
ça commence, voilà, on commence à avoir des informations intéressantes, mais je pense que je vais attendre peut-être 1 ou 2 semaines quand même. Aussi, est-ce que ça gêne si je fais des lives pendant les JO? Je ne sais pas. Bref, dites-moi, en tout cas, c'est une question que je poserai aussi sur Twitter. Jonathan traîne aussi avec Jules d'ailleurs. Oui, c'est la même équipe de Sim Racing en fait. Je pense aussi ce qui aide Artandelia, quelque chose comme ça. Mais oui, Jonathan Correr est là. Bah écoutez, s'il peut avoir un nouveau podium, pourquoi pas. On suivra ça d'un œil assez distrait. J'avoue que moi de mon côté, je vais être plus focus sur les JO que sur la F4 tchèque. 10 sur 10 la prononciation, bah ouais, c'est une blague ou c'est vraiment ça, Artandelia? Parce que je sais pas, hein, moi je vois beaucoup de caractères et je me dis, ah, ça doit être ça. Artandelia. Artandelia, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ok, très bien. Écoutez, sur ce, et sur la F4 tchèque, parce que je vois qu'on en a perdu certains, la F4 tchèque c'était trop, là on en a perdu là. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été Paula. Voilà, fin de live improvisé. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Merci et mille merci à Tigo98 pour ses 10 subs. Ça a absolument régalé. Merci beaucoup à Isaac Adjar pour avoir provoqué ça avec sa victoire. Voilà, il y aura des lives pendant la pause estivale. Je ne vous abandonne pas. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. La pause estivale, on sera là sur YouTube, sur TikTok, sur Feeder Series, sur Insta, sur Twitter, partout. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, d'excellents Jeux Olympiques. Si vous regardez, j'espère que vous regardez, car voilà, à 20h30 par exemple, il y a la finale en escrime, par exemple, moi je vais regarder évidemment. Voilà, je vous laisse. Très bonne semaine à tous, bonnes vacances d'été, bon courage à ceux qui travaillent comme moi, etc. Et on se retrouve probablement la semaine prochaine pour le prochain live. Salut, bye bye.